Salut, c'est Loïc. Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment se prémunir des lois lorsque l'on fait de l'investissement. Il est souvent clair qu'on prend des crédits sur des périodes relativement longues par rapport à une situation à un instant T, mais est-ce que cela va durer? Est-ce que cela ne va pas compromettre notre stratégie? Si tu fais un bien, c'est pas forcément trop grave si ça bouge demain, 2 biens, 3 biens, 10 biens, 20 biens, là ça peut devenir plus compliqué. On voit tout ça en détail dans cette vidéo. Avant toute chose, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne, rejoindre des milliers d'investisseurs qui l'ont déjà fait. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui est apparu dans la vidéo ou bien juste en dessous de la vidéo. Et n'oublie pas la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je t'ai mis aussi un lien vers le guide de l'investissement, ce guide PDF qui te permet de pouvoir démarrer sereinement des investissements rentables. Tu vas trouver le lien sur le petit i comme info qui a dû apparaître dans la vidéo. Alors concrètement, c'est une question qu'on me pose très souvent. Alors je pense que c'est dû un petit peu à la peur que certains peuvent véhiculer. Alors j'en suis désolé si moi aussi je l'ai véhiculé à un moment peut-être. La peur du changement, la peur du fait que les lois évoluent. C'est vrai qu'on entend régulièrement des lois évoluer en France quand on a un gouvernement plutôt de gauche qui va se mettre à pas forcément être sympa avec les investisseurs. Après on va avoir un gouvernement de droite qui va repasser des lois un peu plus sympas. Bref, mais en globalité, les choses changent quand même régulièrement et nous on signe quand même des crédits sur 20 ans, 25 ans, avec des fois même des décalages de près de 3 ans en plus, donc t'imagines ça fait des 28 ans. Comment savoir si la fiscalité va être bonne pendant 28 ans? Comment faire pour se prémunir justement des changements qu'il pourrait y avoir? Je vais t'expliquer vraiment tout ça dans le détail. Ce que je voulais simplement t'expliquer au départ, c'est qu'il y a quand même des fondamentaux qui ne bougent pas. Il y a des personnes que je t'invite vraiment à lire, qui est Robert Kiyosaki, qui a écrit beaucoup de livres, il est connu pour son livre Père riche, Père pauvre, mais il y en a plein d'autres qui sont très très bons. Il explique une chose simple, il y a une phrase que je retiens, que j'ai déjà citée dans des lives, etc. Si tu me suis régulièrement, c'est le fait que les sociétés sont la meilleure arme des riches. Ça a un impact vraiment important et je l'ai vraiment mesuré, mais je pense que tout le monde ne le mesure pas toujours ça lorsqu'ils vont lire Robert Kiyosaki. Je l'ai mesuré parce que effectivement, étant entrepreneur, je me suis rendu compte à quel point la fiscalité elle est complètement différente, mais c'est vraiment Robert Kiyosaki qui m'a ouvert les yeux là-dessus. Parce que quand tu es salarié, lorsque tu vas toucher un salaire, eh bien tu vas être taxé à 100%, enfin pas à 100%, mais en tout cas tu vas être taxé sur 100% du salaire que tu touches. Si tu touches 2000 €, c'est 2000 € qui vont être pris dans le calcul des impôts. Alors je me doute qu'il y a quelques personnes qui vont peut-être pinailler sur le fait qu'il y a une première tranche sur laquelle on est taxé à 0, mais elle est minime. En gros, tu touches ton salaire, l'État se sert d'abord, ils vont prendre 100% de ton salaire pour faire ce calcul d'impôt à la fin de l'année. C'est doublement vrai avec la mise à jour qu'on va avoir en 2019 qui est de l'impôt à la source, puisque avec l'impôt à la source, on ne touchera même plus cet argent, c'est pas on le touchera sur notre compte et il nous sera repris, là il sera complètement repris d'entrée de jeu au niveau de notre employeur. Alors concrètement, pourquoi est-ce que Robert dit que les sociétés sont les meilleures armes des riches? C'est tout simplement parce que ça te permet d'optimiser ta fiscalité. C'est-à-dire que à aujourd'hui, l'État, et c'est normal, rémunère un risque. C'est-à-dire qu'il part du principe que si tu entreprends, c'est que tu prends des risques. Et quand on prend un risque, il est logique qu'on soit rémunéré en conséquence. Donc concrètement, quand tu es particulier, on l'a vu, tu es taxé sur 100% de ton salaire. En société, tu vas être taxé sur tes bénéfices. C'est-à-dire que tu vas commencer par toucher du chiffre d'affaires, tu vas ensuite dépenser de l'argent pour ta société et c'est ce résultat qui reste à la fin, donc les recettes moins les dépenses, tout simplement. Pour faire simple, on est d'accord qu'il y a d'autres éléments qui peuvent être retirés, on va en parler juste après. Mais en gros, les recettes moins les dépenses te donnent un résultat fiscal et c'est ce résultat fiscal qui va être taxé. Et en plus, avec des barèmes plutôt plus avantageux que ceux que tu peux avoir de manière personnelle. Donc, une fois qu'on a compris cette notion, tu vas comprendre là où je veux en venir, c'est qu'en gros, il faut se poser la question de comment on adapte cette stratégie
à l'investissement locatif. Parce que c'est possible, et même en nom propre. On va en parler dans le détail. Ce que beaucoup de gens font, en général, c'est tout simplement d'acheter un bien et puis de le mettre en location en nu et d'être imposé au niveau du foncier. Donc c'est une case spéciale. Si tu n'as jamais fait, au niveau des impôts, en fait, tu vas soit mettre ton résultat, soit mettre ton chiffre d'affaires et puis on va te retirer un forfait de charge moyenne. Mais en gros, même si tu peux retirer des choses au réel en foncier, tu pourras jamais retirer 100% comme avec une société, tu pourrais retirer de ton chiffre d'affaires. C'est-à-dire que par exemple, tu ne vas pas pouvoir passer, si tu es en nom propre au foncier, tu ne vas pas pouvoir passer par exemple les frais de notaire. Tu ne vas pas pouvoir amortir ton bien. Tu ne vas pas pouvoir passer les frais d'agence. Tu ne vas pas pouvoir même déduire une partie de tes travaux puisque tout ce qui est travaux d'agrandissement, c'est pas possible. Tu as même des petites notions hein, comme par exemple dans la logique, même si la plupart des gens le font, si par exemple il y avait déjà un lave-vaisselle en place, que tu remets un lave-vaisselle, c'est des choses, tu ne vas pas forcément pouvoir les déduire. S'il y avait des plaques que tu les remets à neuf, tu ne vas pas forcément pouvoir les déduire, etc. etc. Donc la location nue, c'est quand même quelque chose qui est limite si on veut appliquer des principes réellement d'entrepreneur et si on veut être peu fiscalisé. Donc comment on fait? En fait, on va avoir d'abord forcément les sociétés, tout ce qui est SCI à l'IS, bien sûr, parce que la SCI peut être doublement imposée. Elle peut être imposée soit à l'impôt sur les sociétés, soit à l'impôt sur le revenu. Donc, bien sûr, à condition d'avoir une SCI à l'IS. Donc, une SCI à l'IS, tu vas pouvoir déduire l'ensemble des frais, en gros, du moment que ça rentre dans le cadre de l'exploitation de ton activité, de tes biens. Mais tu vas avoir aussi d'autres stratégies. Tu vas pouvoir, par exemple, utiliser un statut qui est, je dirais, une niche fiscale, même si c'est pas réellement, enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça une niche, mais le statut du loueur en meublé non professionnel. C'est tout aussi puissant que les sociétés et ça te permet de pouvoir déduire, tout comme une société, l'ensemble des charges qui vont autour de ton bien. Ça te permet bien sûr de déduire tes intérêts de prêt, mais ça te permet aussi de déduire tes travaux d'agrandissement, tes frais de notaire, etc. Et ça a même quelque chose d'encore plus puissant, c'est que, alors, je vais peut-être perdre une partie des gens si vous n'avez jamais eu de société, si vous n'avez pas de notion là-dessus, mais en gros, en société, on peut amortir des choses. C'est-à-dire que par exemple, tu achètes une voiture demain avec une société, tu vas pouvoir déduire le coût de cette voiture, tu vas pouvoir le diviser par exemple en 5 années et on va déduire chaque année, si tu l'as acheté 10 000, et bien chaque année, on va déduire 2 000 de ton résultat annuel. Avec l'immobilier, en LMNP ou en société, on va pouvoir faire la même chose. C'est-à-dire qu'on va pouvoir prendre le prix d'acquisition du bien et le diviser par un certain nombre d'années. Il y a toute une règle de calcul comptable dont je rentrerai pas dans le détail ici, mais en gros, on va pouvoir diviser en un certain nombre d'années ce bien. Et d'entrée de jeu, quand tu vas démarrer l'année, non seulement tu ne seras pas taxé sur ton résultat, mais tu vas même, avant même d'avoir fait du chiffre d'affaires, être déjà quelque peu en déficit. Et ça, c'est encore une aubaine qu'on peut avoir. Alors pour conclure, concrètement, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que les sociétés, ou tout du moins d'être taxé comme une société, est beaucoup plus avantageux que d'être taxé comme un particulier, et que donc tu as pour ça deux leviers qui sont les SCI à l'IS, ou toute forme de société à l'IS, et l'allocation en meublé non professionnel. Donc, cela dit, le principe de Robert Kiyosaki posé, tu comprends que tu as deux statuts, mais ces statuts peuvent bouger demain. C'est-à-dire que aujourd'hui, ce sont des statuts qui ont certes un vrai pouvoir, qui vont te permettre de pouvoir ne pas être trop fiscalisé, mais qu'est-ce qui se passe si demain ces statuts changent? En fait, je t'ai parlé d'un fondamental et je t'expliquais tout ça pour que tu comprennes bien que en réalité, il y a quand même des fondamentaux comme le fait que les sociétés soient taxées après avoir déduit l'ensemble de leurs charges. Et bien ça, c'est des fondamentaux qui ne bougent pas dans le temps. C'est-à-dire que il y a 15 ans, quand quelqu'un entreprenait, il pouvait déduire de la même manière. Dans 15 ans, il pourra toujours. Ce qui pourrait changer, par exemple, c'est de dire un jour, peut-être le statut LMNP disparaît. Là, dans ce cas-là, on aura des stratégies, des vraies solutions. C'est-à-dire qu'on peut très bien ouvrir une société, passer ses biens en société. Ça a un coût, je te l'accorde, mais si c'est pour une optimisation fiscale et si tu as déjà enchaîné pendant quelques temps, c'est très bien. Tu peux aussi dire, je ne mets pas tous mes œufs dans le même panier. C'est-à-dire que je vais mettre une partie de mon parc en location meublée non professionnelle, une autre partie de mon parc en SCI à l'IS. Ça peut te permettre aussi de pouvoir diminuer les problématiques. Mais quand tu prends les lois qui sont réellement sorties sur l'immobilier, depuis, ça tu peux venir même jusqu'à 15 ans en arrière, à chaque fois, moi je vais appeler ça des mesurettes. C'est-à-dire que c'est des faux problèmes. C'est-à-dire que ce sont des problèmes qui vont se présenter sur l'instant, qui vont dire « Ah, je perds 50 € par mois par exemple, ou 100 € par mois. » Mais sur un parc important ou sur un parc moyen,
ou sur un plus petit parc, en réalité, en termes d'échelle, c'est jamais des choses qui vont te faire faire un virage à 180 degrés. Et si tu es d'un naturel comme moi, c'est méfiant, eh bien, tu peux adopter quelque chose d'autre. Tu peux très bien te dire, voilà, est-ce que j'ai plusieurs stratégies dans un seul investissement? Et c'est exactement ce que je mets en place aujourd'hui, c'est-à-dire, et ce que je prône dans l'ensemble des formations que je peux proposer aujourd'hui, c'est que ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu aies toujours plusieurs portes de sortie à un bien. C'est-à-dire que si aujourd'hui, par exemple, tu fais le choix de la location courte durée, eh bien, fais le choix en même temps de pouvoir louer le bien en meublé à l'année, si un jour il y en a besoin. Fais le bien de pouvoir revendre, le choix de pouvoir revendre ce bien, c'est-à-dire de l'avoir bien acheté de manière à pouvoir le revendre plus facilement. En multipliant les possibilités sur un même bien, c'est là où tu vas avoir la possibilité de vraiment bien te sécuriser à très long terme. Il y a une dernière chose aussi qu'il faut bien prendre en compte avec l'immobilier, c'est que plus tu achètes, plus tu vas sécuriser ta famille. C'est-à-dire que il y a des assurances de prêt aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il t'arriverait quelque chose demain. Si tu as 1 million d'euros par exemple de patrimoine demain, il t'arrive quelque chose, si tu es assuré sur ton prêt, chose qui est obligatoire, eh bien tu vas avoir 50%, 75% ou 100% de ces crédits qui vont être automatiquement remboursés. Donc ça, c'est aussi une vraie sécurité. Bref, j'espère que cette vidéo t'aura permis d'y voir plus clair sur le sujet justement de comment se prémunir de la fiscalité, que tu as pu prendre conscience que ça n'est pas non plus que ça à prendre en compte, qu'il faut la maîtriser, qu'il faut la connaître à l'instant T, qu'on n'est pas sûr que pendant 25 ans elle sera la même, mais qu'il y a des fondamentaux qui ne bougent pas, qui sont vrais dans plein de pays dans le monde, etc. etc. Et comme tu es resté jusqu'à la fin, je vais te mettre un bonus spécial qui sont les 5 piliers de la location courte durée. C'est ces 5 piliers qui permettent de faire d'une location courte durée une vraie cash machine. Je vais te mettre aussi un lien pour t'abonner à cette chaîne et un lien vers la playlist Les conseils immobiliers. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!